Du Québec. Bonjour, Laurence Cormier, je suis CPA-CA, puis je travaille au vérificateur général du Canada. Donc, juste avant de commencer, si c'est possible, j'aimerais pouvoir tester le cliqueur. Parfait. Et juste dans le but d'être certain qu'on soit tous conscients du temps, est-ce qu'on pourrait avoir un contact visuel avec chacun des candidats? OK, parfait. Performance, innovation, intégrité. Ces trois composantes sont essentielles pour une entreprise qui désire performer dans le monde des affaires actuel. Bien entendu, il est aussi très important de respecter les normes de comptabilité financière, tout en réalisant la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Le travail demandé par vous, M. Martin Dubreuil, président de EMI, sera assuré par Camille Pelchat, Rebecca Bernier-Twardy, ainsi que moi, Jason Bayeux. Alors, l'ordre du jour se déroulera comme suit. Nous allons débuter avec une brève situation actuelle. Nous allons faire un survol de la situation de EMI. Nous allons par la suite répondre à vos demandes spécifiques que vous nous aviez demandées. Nous allons par la suite aborder les problèmes comptables auxquels l'entreprise fait face. Et nous allons par la suite y aller avec nos recommandations dans le but de continuer à faire fructifier l'entreprise EMI. Donc, l'entreprise EMI a des principaux objectifs. Donc, premièrement, on veut avoir des autos avec des prix abordables, aussi des autos de haut de gamme, et ça demande beaucoup de recherche et développement vu qu'on veut y aller de façon plus éco-responsable. De ce fait, ce qu'on va recommander plus tard, ça va être une appel d'offres. En fait, premier appel, mon collègue va vous en reparler éventuellement. En fait, c'est juste pour vous... on a corrigé tous les problèmes comptables avec les IFRS. Donc, gardez ça en tête avec nos prochaines résolutions. Et on a aussi commencé par évaluer les ratios que vous nous aviez demandé. Donc, premièrement, le fonds de roulement, on peut voir ici qu'on respecte le ratio. Donc, on a un fonds de roulement de 1,96. Par contre, pour ce qui est des passifs sur capitaux propres, on ne respecte pas le ratio présentement. Donc, puisqu'on est dans les IFRS, il va falloir reclasser ça à court terme puisqu'on n'a pas eu d'une lettre de la banque qui nous dit que la banque ne va pas rappeler le prêt. Dans ce cas-là, il faut le classer automatiquement en court terme, ce qui va faire un peu un impact sur nos états financiers. Alors, dans ce courriel que vous avez transmis à votre contrôleur récemment à pays, vous avez certaines demandes concernant des problèmes de comptabilisation dans votre entreprise. Donc, pour commencer, votre premier questionnement, c'était pour une poursuite. Donc, dans les faits, les avocats nous ont dit qu'il y avait 80% des chances qu'on ait un risque de perdre la poursuite, selon la jurisprudence qu'ils ont pu analyser. Puis, le montant de l'estimation de l'indemnisation est estimé entre 5 millions et 10 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que la norme nous dit par rapport à ces éventualités-là? C'est qu'il faut que ce soit plus probable qu'improbable que l'entité a une obligation implicite à la fin de la période. Donc là, pour ce critère-là, on le respecte. Toutefois, par rapport à qu'est-ce qui est le montant, on a quand même un gros range, un 5 millions. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le montant peut être évalué de façon fiable. Donc, de cette façon-là, on ne comptabilisera pas la poursuite dans un passif. Ça va être un passif éventuel. Donc, si vous n'êtes pas trop familier avec toute cette comptabilité, un passif éventuel, ça va être juste une note aux états financiers. Donc, on va faire la description de la poursuite, le montant, puis définir un peu les risques que nos avocats nous ont dit. Puis, pour vous rassurer, donc ça ne fait pas d'impact sur vos ratios financiers qu'on doit respecter avec la banque. Votre deuxième interrogation, c'est pour les subventions. Donc, le gouvernement a une nouvelle subvention concernant la vente d'automobiles vertes. Donc, ça se fait selon les ventes de l'année précédente. Et pour avoir cette subvention-là, le gouvernement exige un rapport de certification des véhicules vendus. Qu'est-ce que la norme nous dit concernant la comptabilisation des subventions? C'est qu'il faut que l'entreprise va se conformer aux règles de la subvention et que la subvention soit reçue. Puisque présentement, vous dites que ça va être l'Audi qui va définir vraiment le rapport. Donc, on ne peut pas vraiment dire que l'entreprise présentement se conforme à la règle puis qu'on peut avoir un montant fiable de la subvention parce qu'on n'a aucune donnée certifiée. Donc, ce critère-là n'est pas reçu. Et puisque la subvention, le gouvernement, il va verser les fonds, on le sait. Donc, on sait qu'il va y avoir une subvention reçue, mais on ne sait pas nécessairement le montant. Donc, l'impact que ça va faire, présentement, on ne va rien comptabiliser. Mais là,
lorsqu'on va recevoir le rapport des auditeurs, bien, on va pouvoir passer une comptabilisation de notre subvention. Donc, on a deux choix. Les subventions, c'est à l'actif ou en produits différés. Mais pour faire un bon rattachement là, des charges aux produits, on va y aller de cette façon-là avec les produits différés. Donc, comme j'ai montré ici, l'écriture comptable, on va passer à la réception du rapport, une subvention à recevoir, puis en produits différés. Et quand on va encaisser la subvention, on va pouvoir là, faire le renversement par l'encaisse à subvention à recevoir. Par la suite, vous aviez une certaine demande concernant le dépôt de 1 000 $. Dans le but de vous aider à vous financer, à partir de les prochaines années, vous avez l'intention de demander un dépôt de 1 000 $ et la construction du prochain véhicule sera faite en 2017 et 2019. Étant donné que ce véhicule-là n'est pas encore produit ni livré, nous ne respectons pas les critères de constatation des produits. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va devoir faire, ça va être de comptabiliser ce dépôt-là en produits différés. Et lors de la vente, quand le transfert des risques et avantages sera fait et que le client aura bel et bien versé l'argent à notre entreprise, nous allons pouvoir encaisser ce produit différé-là. L'impact que cela va avoir, c'est que ça va augmenter notre ratio de passif sur nos capitaux propres. Par la suite, vous avez une certaine demande concernant la capitalisation des frais. Ce que vous voulez faire, c'est l'automatisation de la ligne de production. Vous avez embauché 10 ingénieurs allemands dans le but d'automatiser votre ligne de production, de pouvoir produire de plus en plus. Ce que la norme nous dit, c'est que l'inclusion en actif de tous les coûts qui augmentent la durée de vie ou la performance de l'immobilisation. Donc, à ce moment-là, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est tous les coûts concernant cette immobilisation-là qu'on peut rattacher directement à l'immobilisation, on va pouvoir les capitaliser. Donc, on voit que le nouveau segment de la ligne de production à 20 millions $, on va pouvoir l'inclure au coût de notre équipement. Le remplacement de 2 moteurs à 5 millions, étant donné que ça va augmenter la capacité de notre ligne de production, on va pouvoir le capitaliser aussi. Ensuite de ça, il y avait un certain frais de formation pour les employés de 500 000 $. Étant donné que ces frais de formation-là sont rattachés directement au développement de notre immobilisation, on va pouvoir l'intégrer au coût de notre actif aussi. Et il y avait aussi 1 million $ de pièces neuves. Dans l'énoncé, c'était écrit « entretien ». Par contre, si on prend en considération l'importance du montant qui est de 1 million et du même coup que les pièces, les anciennes pièces vont être remplacées par des pièces neuves, on suppose que la performance de la machine va être améliorée et du même coup, sa durée de vie aussi. Donc, à ce moment-là, l'écriture qu'on va devoir faire, ça va être augmenter le coût de notre immobilisation de 26 500 000 $ et toutes les autres charges vont être payées via l'encaisse. L'impact que ça va avoir, c'est que ça va diminuer nos charges et ça va augmenter notre actif. Alors, je vais revenir avec vous sur le premier problème, c'est les frais de développement. Donc, présentement, tous les frais de développement ils ont été capitalisés, donc ils ont porté en charge, la contrôleur les a capitalisés tout au complet. Bien, on sait que dans le développement, en février, il y a eu des essais, puis il y a des tests non concluants, tandis que dès en mai, quand on a fait nos tests, ça a été concluant, ça a marché, notre développement se déroulait bien. Donc, si on se réfère à la norme là, pour la capitalisation des frais de développement, on remarque qu'en février, à cause que ça ne marchait pas vraiment, que le critère de faisabilité technique n'était pas comblé. Donc, de cette façon-là, on ne peut pas capitaliser des frais de développement de cette façon-là, donc ça va être en charge. Toutefois, en mai, on peut voir que puisque c'était concluant, tous les critères de la norme ont été respectés, puisque la faisabilité technique, là, on avait un résultat par rapport à ça. Donc, ça a été, donc de cette façon-là, on va pouvoir capitaliser les frais de développement à ce moment-ci. Alors, puis aussi, qu'est-ce que la norme nous dit, c'est que tout ce que les coûts qui doivent être capitalisés pour les frais de développement, c'est tous les coûts qui sont directement rattachables là, au développement. Donc, c'est les salaires, les intérêts, l'amortissement, comme du brevet ou quoi que ce soit. Puis, donc, les impacts, puisque la contrôleur, elle n'avait pas passé en charge tous les salaires de R&D, de cette façon-là, il va falloir qu'on vienne les ajouter là, à nos charges, puis à notre capitalisation. Donc, en février, le coût de l'essai va passer en charge, donc 1,8 million. Et les salaires des ingénieurs et techniciens pour le projet, donc c'est 4 mois entre janvier et avril, là, vont être passés en charge aussi, puisque c'est pas en frais de développement. Par la suite, en mai, on va pouvoir capitaliser nos frais, puisqu'on respecte là, nos 6 critères.
Donc, encore le 1,8 million pour l'essai, on va pouvoir le passer. Et dans le fond, la balance là, des autres mois, le 4,7 millions, on va pouvoir le capitaliser aussi à cause que c'est directement lié là, au développement. On n'a pas inclus le salaire d'administration parce que ce n'est pas nécessairement relié aux frais de développement. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas inclus ici. Donc, les impacts que ça va faire une diminution de notre actif et une augmentation de nos charges. Aussi, par rapport, vous aviez un nouveau brevet que vous avez eu. La durée de vie était de 10 ans à partir du 30 juin 2016. Il y a eu des frais légaux et d'honoraires de 1,5 million. Donc, qu'est-ce que la norme nous dit concernant un actif? Il faut que ce soit un actif incorporel, que d'avantages futurs, les coûts sont estimés de façon fiable, c'est intangible et c'est séparable. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir le comptabiliser, notre brevet, en tant qu'actif incorporel. Alors, les impacts que ça va faire sur nos états financiers. Donc, on va pouvoir capitaliser le 1,5 million qui est de frais juridiques et d'honoraires, puisque c'est directement relié et la norme nous dit qu'on peut comptabiliser ces frais-là. Aussi, puisque c'est un actif incorporel et que la durée de vie de l'actif incorporel est déterminée et de 10 ans, on va faire passer un amortissement linéaire, puisqu'on sait, dans le fond, sur 10 ans, avec ce taux-là. Par la suite, puisque c'est une immobilisation incorporelle et que la durée de vie est déterminée, il va falloir qu'on déprécie l'actif. Donc, c'est vraiment de façon périodique qu'on va pouvoir le déprécier. Puis, ça va être important de le faire à chaque fin de période. Puis aussi, vous mettez beaucoup d'emphase sur la publicité. Même si ça vous a aidé à avoir des investisseurs pour ce nouveau projet-là, la publicité doit être passée en charge et non capitalisée aux frais de développement. Aussi, par rapport aux stocks, les stocks, on avait une petite note concernant les stocks, on a voulu vérifier. Donc, les normes, comment évaluer la valeur de nos stocks par rapport aux matières premières? On y va selon le coût, au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation. Donc, on peut voir sur le marché qu'il y a vraiment une fluctuation. On passe de 409 $ à 345 $ par tonne. Donc, qu'est-ce que Peggy a fait? C'était la bonne chose. Puisque l'impact que ça fait, puisque la VNR est plus petite que le coût, on va venir ajouter notre stock à la VNR. Et donc, la dépréciation qu'on a faite, c'était bon. Puis, il n'y a aucun impact là, finalement sur nos états financiers. Aussi, il y avait un petit problème par rapport au stock concernant la livraison. On a ajouté les frais de livraison dans nos coûts de stock de produits finis. Mais qu'est-ce que la norme nous dit concernant le coût des stocks? C'est que les stocks doivent être, c'est les coûts pour rendre les stocks disponibles dans l'état et dans l'endroit pour être vendus là, dans le cours normal des actifs de l'entreprise. Mais là, par rapport à la livraison, il n'y a pas vraiment de lien par rapport à ça. Donc, ce critère-là n'est pas respecté, malheureusement. Donc, l'impact qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir comptabiliser les frais de livraison là, en charge plutôt que capitaliser au coût des stocks. Puis, dans le fond, ça va faire augmenter là, le coût de la marchandise vendue de cette façon-là. Ça peut avoir des impacts sur nos ratios parce qu'on va venir augmenter nos charges et on va venir diminuer notre actif. Et de cette façon-là, on vient diminuer notre ratio de fonds de roulement qu'on va devoir faire attention. On va vous montrer ça plus tard à la fin de la présentation. Donc, il y avait aussi un programme ici, un gros programme EBER, qui était mentionné qu'il y a des frais de 11 $ par kilogramme de plomb utilisé. Pour l'instant, il n'y a rien comptabilisé par rapport à cette dépense-là. Par contre, on sait que nos batteries sont faites à 65 % de plomb et que c'est 11 $ par kilogramme de plomb utilisé. Donc, on estime que c'est plus probable qu'on ait besoin de payer cette somme-là, considérant que c'est fait à 65 %. Et aussi, on peut l'estimer de façon fiable, puisqu'on sait on a combien de batteries. Ce que ça donne comme impact, c'est qu'on va falloir faire une provision pour ce montant-là. Donc, ici, on peut estimer là, avec le montant ici qui donne un total de 600 000 $, si je me souviens bien. L'écriture, ici, on peut voir que ça va être une provision pour cette dépense-là qu'on va devoir probablement payer. Ce qui a comme impact d'augmenter notre ratio passif et capitaux propres et de diminuer notre fonds de roulement puisqu'on crée là, un passif à court terme. Aussi, on voit ici qu'il y avait des frais, des acheteurs de garantie de 36 mois pour la valeur du véhicule. Donc, il y a 1000 acheteurs qui ont payé cette garantie-là. On sait aussi que ça coûtait 1000 $, cette garantie, et que c'est sur 36 mois. Donc, puisque c'est un service, il faut y aller avec le degré d'avancement du service rendu. Dans ce cas-ci, on a juste 4 mois de comptabilité, donc tous les acheteurs
avaient acheté ça dans les 4 derniers mois à la date de clôture. Ce qui fait qu'on va devoir passer le reste de ces produits-là en produits plutôt qu'en produits différés plutôt qu'en produits, puisque pour respecter le critère d'avancement, du degré d'avancement. Donc, dans ce cas-ci, on va venir diminuer notre produit et augmenter nos produits différés. Donc, on vient augmenter notre ratio passif sur capitaux propres. Oui, donc on a aussi ici là, une possibilité d'avoir des actions privilégiées pour les investisseurs. Par contre, là, ce n'est pas quelque chose qui va être certain. On va seulement avoir cette émission d'action-là si il y a une augmentation de 25% du bénéfice net. Puisque ce n'est pas certain, c'est seulement une éventualité, donc on n'a rien à faire présentement dans nos états financiers, mais il faudrait faire une note puisque ça va être un montant assez significatif, donc 1 million d'actions privilégiées qui vont être émises. Aussi, ici, on va vraiment se baser sur la prééminence, la substance sur la forme. Ces actions-là, ils ont des dividendes cumulatifs et croissantes. Donc, on peut estimer que l'entreprise va être obligée de racheter ces actions-là. Donc, de cette façon-là, si ils respectent le critère de 25% et qu'ils émettent ces actions-là, on va passer en passif financier plutôt qu'en capitaux propres, puisqu'ils vont devoir rembourser là, cette somme-là éventuellement. Donc, suite à toutes ces modifications-là, on peut voir qu'on ne respecte toujours pas notre ratio de passif et capitaux propres, qui est même encore pire ce qui était au début. Et on se rapproche quand même assez beaucoup de ne plus respecter non plus notre ratio de fonds de roulement, qui est maintenant seulement là, à 1,8, donc légèrement supérieur à notre limite. Donc, on peut se questionner sur si la banque va rappeler le prêt, qui peut être problématique dans un contexte de recherche et développement. Par la suite, vous nous avez demandé de vous proposer différentes solutions de financement. Comme ma collègue vient de vous l'expliquer, les options de financement avec la banque, on peut présumer qu'on doit les écarter étant donné que les ratios ne sont pas respectés et qu'on a une certaine difficulté avec les états financiers actuels. Notre passif est assez élevé. Donc, comme vous nous l'avez demandé plus tôt, nous avons évalué la situation du premier appel public à l'épargne pour vous. Vous nous avez mentionné que vous aviez déjà plusieurs investisseurs qui étaient intéressés à investir dans votre entreprise. Donc, vous commencez déjà avec un gros avantage. Par la suite, ça vous permettrait d'avoir beaucoup de capitaux et du même coup de financer votre usine que nous allons vous aborder par la suite. Alors, ce serait vraiment une bonne façon de vous financer. Et de plus, en ce moment, en 2017, il y a un très grand engouement envers ce type de véhicule. On peut présumer qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient investir dans une entreprise comme ça, étant donné que c'est une énergie verte et que ça l'aide à réduire l'impact environnemental. Et l'impact que ça va faire, il va falloir utiliser le référentiel IFRS et il va y avoir certains coûts qui sont reliés au PAP. On n'a aucune information dans le cas. Par contre, ça serait intéressant de consulter quelqu'un à l'externe qui pourrait nous aider à faire ces démarches-là. Maintenant, vous vous demandiez si vous étiez mieux d'installer votre usine au Québec ou au Mexique. Nous avons dressé différents comparatifs. Commençons d'abord avec le Mexique. Si on installe notre usine au Mexique, on serait capable d'avoir une grande diminution des coûts, surtout par rapport aux coûts de transport, étant donné qu'il y a beaucoup de pièces qui arrivent de Chine et d'Amérique du Sud. Et ce qu'il faudrait faire aussi, ça serait une comptabilité de couverture, étant donné qu'il y a une différence entre les taux de change canadiens et mexicains. Et ce qu'il faudrait s'assurer, c'est qu'il y aurait une bonne gestion de la qualité. Étant donné que c'est au Mexique, ça peut arriver des fois que ça soit géré par d'autres personnes et que nos standards ne soient pas respectés. Si on décide d'implanter notre usine au Québec, évidemment, le plus grand atout, ça serait la proximité. Donc, on pourrait continuer à avoir notre gestion d'usine qu'on a déjà à Granby et on installerait cette usine-là directement à côté. Ce qui serait intéressant aussi, ça serait le contrôle de la qualité. Donc, comme une des missions de notre entreprise, c'est de garder nos véhicules d'une haute qualité, ça serait certain qu'on pourrait respecter ce critère-là. Par contre, le gros désavantage, c'est que c'est plus dispendieux. Si on se ramène à une autre mission de notre entreprise, qui est de garder des véhicules de cette gamme-là à bas coût, c'est certain que c'est un gros désavantage. Donc, en raison des critères qu'on vient de vous présenter, on croit que l'option du Mexique, ça serait l'idéal. C'est certain que le défi qu'on a à ce niveau-là, c'est de réussir à contrôler nos coûts via le taux de change et de contrôler la qualité. Donc, ce qu'on suggère, ça serait probablement d'aller passer du temps au Mexique et de fournir beaucoup de formations aux gens là-bas. À ce moment-là, ça nous permettrait de maintenir nos coûts le plus bas possible, ainsi que garder un niveau de qualité là, des plus élevés dans le milieu. Donc, comme vous nous l'aviez demandé, on a répondu à vos demandes spécifiques.
Par la suite, on a abordé les problèmes comptables auxquels vous aviez quelques petites questions et nous avons posé vos recommandations. Étant en 2017 et avec une industrie automobile qui tend de plus en plus vers les véhicules hybrides ou les véhicules électriques, on présume que vous avez d'excellentes perspectives d'avenir et on vous suggère fortement d'investir et de continuer vos démarches dans le but de faire évoluer votre entreprise le plus possible et de faire bénéficier le plus de consommateurs de vos produits haut de gamme. Alors, nous serons prêts maintenant pour une période de questions. Super. Merci. Tu veux-tu commencer? Oui, je peux commencer. Est-ce qu'on peut retourner à certaines diapositives? Oui, j'aimerais ça qu'on s'en aille à la diapositive sur les subventions. Je voulais juste comprendre le traitement, l'écriture comptable que vous avez faite. On dit à la réception du rapport subvention à recevoir à produits différés. Produits différés, quand est-ce qu'on l'élimine? Ça va être le moment où, dans le fond, c'est quand ça va être par rapport aux voitures en lien avec cette subvention-là qui vont être vendues, puisqu'on ne peut pas comptabiliser tant que ce n'est pas directement en lien avec ces voitures-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va faire inverser l'écriture. OK. Puis, toujours par rapport à cette subvention-là, ça va être basé sur le nombre de véhicules. Est-ce que vous pensez que l'audit qui est actuellement fait va être suffisant pour donner une assurance au gouvernement du montant de la subvention à verser? Nous, l'audit qu'on suggère d'implanter, c'est vraiment un audit qui va pouvoir valider le nombre de véhicules réellement vendus. Donc, avec l'audit que nous, on suggère, à ce moment-là, ça va être correct. Et le gouvernement s'est déjà engagé à verser la subvention selon le nombre de véhicules. Donc, ça, c'est pas une problématique. C'est quoi l'audit? C'est un rapport spécial? Est-ce que vous avez une idée du type de rapport spécial qui pourrait être fourni? Le rapport qu'on va fournir, c'est seulement d'aller vérifier. On pourrait peut-être envoyer des gens dans les garages et de vérifier réellement les états financiers pour être certain que l'entreprise n'a pas essayé d'obtenir plus de subventions que supposé. OK. J'ai d'autres questions. On peut revenir avant. Juste une autre question. La poursuite, juste 2 diapos avant. Poursuite, pourquoi on n'a pas pris une fourchette entre les deux? 5 et 10, dire 7,5 millions, c'est ce qu'on va comptabiliser en passif. Parce qu'il y avait quand même des probabilités. Il y avait 20 de chances qu'on n'aille pas de poursuite, puis 80 donc c'est un peu plus difficile à déterminer par rapport à ça. Il faudrait voir avec... Parce que je ne m'y connais pas en critères, là, mais plus probable qu'improbable. Si vous me dites qu'il y a 80% de risque de perte, j'imagine qu'il est plus probable qu'improbable, donc il faudrait que je le mette dans mes passifs, non? C'est certain qu'en même temps, étant donné que probablement qu'il va y avoir un certain montant, c'est aussi dans le but de ne pas porter préjudice à l'entreprise, étant donné qu'on ne sait pas exactement ça va être quoi le montant. De plus, étant donné qu'on veut faire un premier appel public à l'épargne, on ne veut pas venir biaiser ce montant-là dans le but de trop augmenter nos passifs, quand en réalité, c'est peut-être 5 millions versus 10 millions. C'était surtout dans cette optique-là. OK. OK. Sinon, vous pensez quoi de Peggy? Le fait qu'elle ait été reléguée un peu au second plan, est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'on devrait la garder ou... C'est certain que Peggy étant reliée au deuxième plan, c'était surtout par rapport à son manque de connaissances en comptabilité. On le sait, elle est super bonne en finance, donc si on a la construction d'une nouvelle usine et qu'on veut investir, c'est vraiment une personne ressource clé qu'on doit garder dans notre entreprise. Et étant donné que ça fait déjà quelques temps qu'elle est là, c'est certain que, étant donné notre nouvelle présence, on va avoir des conseils à lui demander. C'est vraiment un bras droit, comme si on peut dire ça. Vous n'avez pas peur qu'elle mette des bâtons dans les roues à celui qui prend sa place de contrôleur? C'est certain que ça va être une petite gestion à faire. Par contre, si on prend le temps de lui expliquer la situation et qu'on met en valeur ses qualités à elle et ce qu'elle peut amener à l'entreprise, on est persuadé qu'elle va être capable de comprendre et qu'on pourra lui donner des tâches qui vont la valoriser aussi. OK, merci. Tant d'autres questions? OK, parfait. Je me gâte. La diapositive sur les stocks. Il y a 409 $ pour une tonne d'acier. Ouais, ça. Ouais. Puis, on dit évaluation de la valeur des stocks au moins du coût puis de la valeur de réalisation. J'ai de la misère à comprendre parce que c'est de la matière première. Moi, mes produits que je vais vendre, ma valeur nette de réalisation, elle va être positive. Mes autos, je les vends pas à perte. Là. Fait que je me demandais pourquoi que je diminue mes stocks. Je ne suis pas certain de bien comprendre. C'est de la matière première, ça. Fait que, quand on dit coût, le moindre du coût puis de la valeur nette de réalisation, mais ma valeur nette de réalisation, c'est le produit que je vais vendre finalement. Le produit que je vends, si c'est mes autos, je ne vendrai pas la tonne. La valeur du véhicule ne va pas diminuer parce que l'acier va... En réalité, ici, ce qu'on voulait dire, c'est juste qu'on l'évalue au moindre des deux. Là, on a voulu mettre
mettre là non, puis nous, on l'évalue au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. OK. Mais la valeur de réalisation, tu es au courant que c'est mon produit que je vends final. C'est pas la tonne d'acier que je vends, Oui, c'est mon auto. OK. Fait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi je diminuerais ce stock-là. Mais je pense que c'est par rapport. Comment vos stocks ont été classés, c'est par rapport à la matière première. Donc, nous autres, on est allé avec cette perspective-là que si on a des pertes ou quoi que ce soit, ou on a de l'accumulation par rapport au tonnes, donc on va seulement pouvoir le vendre à ce prix-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a évalué au prix de 345 $ par tonne. OK, parfait. Il y a des questions internes. OK, merci. Merci beaucoup. Merci.